Il est 8h14 sur Europe 1. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ministre de la Transformation et de la Fonction publique et pour encore quelques heures aussi, délégué général de La République En Marche qui demain va devenir Renaissance. Alors on va en parler, mais d'abord, inflation, possible récession sur fond de crise énergétique pour les Français, c'est une rentrée inquiète, notamment pour l'approvisionnement en énergie cet hiver. On a entendu la Première ministre Elisabeth Borne nous dire qu'il va falloir faire des économies d'énergie. On voit que de nombreuses communes annoncent qu'elles vont passer au régime sec. Fin août, vous envisagiez pour les agents publics du télétravail si jamais il fallait fermer des bâtiments parce que les chauffer serait trop compliqué. Les syndicats n'ont pas du tout bien pris. Ils y ont vu une sorte de report de consommation sur les ménages. Est-ce que ça fait toujours partie des pistes envisagées ? Non, mais d'abord, je vais vous répondre précisément, mais le premier message, c'est que si collectivement, on fait des efforts de sobriété qui sont exactement dans le sens de l'histoire, parce que tout ça, c'est évidemment lié à la planification écologique qu'on doit mener pour arriver à une société décarbonée. Mais si on commence fort dès cet hiver et que collectivement, on réduit de 10% notre consommation, alors on passera cet hiver. C'est un gros effort, 10%. C'est un gros effort collectif. Je pense qu'il peut être atteignable par beaucoup de gestes du quotidien, par une forme de discipline collective. C'est 30 fois les économies d'énergie qu'on fait chaque année depuis 20 ans quand même. Et il peut être atteignable si ceux qui ont les plus forts impacts sur la consommation d'énergie, je pense aux entreprises, je pense évidemment aux administrations, commencent pour eux-mêmes par faire ce travail-là. Oui. Donc moi je pense que c'est pour ça que c'est très important que dans ce plan de sobriété, qu'on aura l'occasion de présenter pour l'État début octobre, d'ici quelques jours maintenant, on montre aux Français qu'on commence par nous-mêmes. On sera plus crédible. Oui. Ensuite, pour conseiller à chacun, on ne le fera pas de façon coercitive, de faire des efforts du quotidien. Ça va sur des sujets de chauffage, ça va aussi sur des sujets de mobilité. Donc, sur le télétravail, je vais vous répondre. Oui. Sur le télétravail, c'est important. Bien sûr. Moi, simplement, ce que j'ai dit, c'est que le télétravail, c'était une question qui était liée à l'organisation du travail. Si jamais, à la fois, on a des agents qui télétravaillent et puis d'autres agents publics qui travaillent dans un bâtiment, eh bien, à ce moment-là, on doit chauffer et chez les gens et dans le bâtiment public. Donc cette question-là, on devra la poser, mais j'ai voulu, et j'étais hier avec les organisations syndicales, vraiment rassurer tout le monde. Moi, j'imposerai jamais un plan de télétravail national subi de façon homogène dans tous les services publics. Ça n'aurait pas de sens, parce que chaque service s'organise différemment. On comprend qu'un plan efficace d'économie d'énergie vous impose quand même d'être radical. C'est soit on met tout le monde dans les bureaux, soit c'est tout le monde chez soi. C'est pas forcément radical. Moi, je pense qu'un plan de sobriété pour la puissance publique qui fonctionne, c'est un plan qui est crédible vis-à-vis des administrations elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas simplement incantatoire, c'est pas de dire faites moins 10% et puis on vous donne aucun outil, aucun moyen pour réussir à le faire. Comment est-ce qu'on forme les agents ? Comment est-ce qu'on les accompagne ? Comment est-ce qu'on déploie des énergéticiens dans les différentes administrations pour concrètement aider chaque service. Des énergéticiens. Chaque administration, oui, ce sont des métiers qui existent, voyez. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire comment on règle la clim. Les deux mains dans la chaudière et qui vérifient si les choses sont bien réglées, si on ne peut pas installer ici ou là un thermostat intelligent, par exemple. Vous voyez, pardon d'être aussi concret que ça, mais c'est ça un plan de sobriété réussi. Et puis un plan de sobriété réussi, c'est un plan qui est crédible vis-à-vis des agents eux-mêmes. Vous voyez, avant l'été, moi j'ai pris une décision qui était d'élargir ce qu'on appelle le forfait mobilité durable. Rembourser les salariés qui décident de prendre des mobilités douces pour venir au travail. Ben avant, s'ils avaient un transport en commun, ça, c'est du long on ne pouvait pas le cumuler. C'est fini. Donc il y a beaucoup plus d'agents publics qui pourront en bénéficier. Mais vous voyez, ce type de petites mesures, ça nous rend plus crédibles pour déployer notre plan. Mais là, dans l'urgence de l'hiver qui approche, imaginons qu'il soit très froid, est-ce qu'il y a des mesures un peu radicales sur la table du style, je vous pose la question très directement, une forme de confinement énergétique ? On reste chez soi parce que chauffer les lieux de travail, ce serait trop gourmand en énergie. Moi, ce que je crois, c'est que si on déploie, je dirais par nous-mêmes, de façon non subie, les bons efforts, alors on pourra passer l'hiver. Mais ce que je souhaiterais sur les bonnes volontés, donc. Bonne volonté, organisation, et je vous ai donné quelques éléments, il y en aura d'autres. Il n'y a pas de mesures coercitives sur la table. Voilà, qui nous rendent crédibles. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est à la fois pour les Français, mais aussi pour les administrations et les agents de la fonction publique, c'est accompagner tout le monde, leur donner des outils, y compris les former. Moi, je commencerai début octobre à déployer un grand plan de formation pour former dans toutes les administrations du pays les décideurs, les chefs de service, ceux qui ont des leviers. Justement, la planification écologique ne sera pas des formations théoriques. Il faut le faire un peu, donner un appui sur la science, mais ça sera vraiment des moments de mise en action pour que ces plans d'action, ces plans de sobriété soient nourris
par le terrain, non pas par le haut, par des circulaires simplement, c'est utile, Non, mais les j'entends. circulaires, Vous misez mais sur le faire de façon oui. très concrète. Moi, je crois vraiment à ça. Mais ce qui serait dommage, et je veux insister une seconde là-dessus, c'est qu'on fasse ces efforts-là, et puis qu'ensuite, parce que, par exemple, on aurait réussi à passer l'hiver, ce que je crois vraiment, encore une fois, possible, c'est ça le message. On verra, hein, on verra s'il fait moins 15, à ce moment-là, ça peut arriver. Hein. vous voyez, on s'arrête. C'est une occasion unique pour vraiment mettre la gomme, mettre le paquet et initier de façon très forte cette planification écologique. Au-delà de votre périmètre ministériel, Stanislas Guerini, vous faites partie de l'entourage du chef de l'État, vous avez assisté aux discussions au Conseil national de la refondation. Il n'y a pas de plan coercitif en cas d'un hiver très dur. Je parlais de confinement énergétique, la police du chauffage, ce genre de choses. Enfin, ça paraît un peu absurde comme ça, mais pourquoi pas? Alors, il n'y a pas de plan caché aujourd'hui. Et justement, la façon dont on a voulu construire les choses, c'est de le faire dans le dialogue. Vous voyez, moi j'ai reçu l'ensemble des organisations syndicales pour justement que toutes les idées, il n'y en a aucune qu'on mette sous le tapis, il n'y en a aucune qu'on cache, c'est-à-dire qu'on les discute, parce que je pense que leur bonne acceptabilité, c'est une condition de réussite pour garantir l'efficacité du plan de sobriété. Stanislas Guerini, vous êtes ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Alors vous le disiez, vous avez reçu les syndicats en votre ministère hier. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on est ministre de la Fonction publique, on s'occupe de l'hôpital, mais aussi un peu de l'école, etc. La question salariale, elle est omniprésente. C'est là-dessus que les syndicats vous interpellent le plus. Ils vous demandent d'aller au-delà du dégel du point d'indice de 3,5% au début de l'été. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, un mécanisme d'indexation des traitements sur l'inflation est envisagé ou est-ce que c'est d'ores et déjà exclu? Qu'est-ce que vous leur dites aux syndicats de fonctionnaires? D'abord, hier, moi j'ai effectivement l'honneur d'être le ministre des 5,7 agents publics dans le pays. Ça vient aux 7 millions. Hein. Oui. 5,7 millions, pardon. C'est un grand honneur parce que je crois qu'il faut le dire et le redire. On a besoin des agents publics dans notre pays. Ils font un travail extraordinaire et les Français l'ont constaté de façon très éclatante, si je puis dire, pendant la crise sanitaire. Vous ne croyez pas si bien dire. On a du mal à recruter. On a vraiment besoin d'eux. Et moi, j'ai fait, et je ne m'en cache pas, de l'attractivité de la fonction publique mon premier défi. J'ai commencé de façon crédible. Avant l'été, nous avons augmenté le point d'indice plus que nous l'avions fait depuis 37 ans. C'est le début du quinquennat de François Mitterrand. Oui, mais c'est 2,5 points en dessous de l'inflation de cette année. C'est sur l'ensemble des mesures, et j'en ai discuté hier avec les organisations syndicales, quand on prend à la fois les augmentations moyennes dans la fonction publique, la décision particulière qu'on a fait sur le point d'indice, les mesures de protection des Français qui ont été prises. Il n'y a pas un pays au monde qui a fait ce que nous avons fait sur l'énergie. Alors, je crois qu'on répond effectivement aux hausses de prix. D'ailleurs, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. C'est peut-être pour ça qu'on est le pays d'Europe qui a l'inflation la moins forte. Donc, moi, j'ai été clair avec les organisations syndicales. Je ne souhaite pas de mécanisme automatique d'indexation du point sur l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation qu'on a dans le pays, c'est pas la même inflation qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent la boucle salaire-inflation. Vous voyez, ce cycle où ça se retrouve dans les salaires, mais ça se retrouve immédiatement dans les prix. Et c'est une spirale qui est assez terrible. L'inflation qu'on vit, nous, en France, c'est une inflation qui est importée, qui est notamment importée beaucoup par les prix de l'énergie. Oui, mais enfin, vous voyez, regardez les enseignants, le mal qu'on a à en trouver aujourd'hui. Vous avez raison. Ça, moi, je viens de vous répondre sur la stratégie économique de réponse à l'inflation. Et je pense que ce qu'on fait, c'est la bonne solution. Et d'ailleurs, ça marche mieux, vous le voyez dans les chiffres, que dans beaucoup d'autres pays européens. Puis, il y a ce grand défi d'attractivité dont je parlais. Là aussi, je vais être tout à fait clair, on n'a pas épuisé ce défi-là. Il se joue sur la fiche de paye. Je ne serais pas crédible si je ne vous disais pas ça. Regardez ce que mon collègue Pape Ndiaye annonce pour les professeurs de ce pays, ce que nous avons commencé à faire avec le Ségur pour les soignants. Eh bien, proposer des carrières plus dynamiques, revoir la façon dont les grilles de rémunération des agents publics sont construites, sont faites dans le pays, c'est un grand chantier. Et puis il y a, au-delà de la fiche de paye, l'organisation du travail, la qualité de vie au travail, le sens qu'on peut donner à la mission des agents publics, qui est aussi un immense défi. Parce que moi, tous mes interlocuteurs, ils me disent, Monsieur le ministre, redonner du sens au travail que nous menons sur le terrain. Il n'est plus question de suppression de postes, ce genre de choses. C'est intéressant votre question, parce que c'est vrai qu'en 2017, notre programme, c'était 120 000 suppressions de fonctionnaires. Et puis, il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu évidemment la crise sanitaire, il y a eu une succession de moments qui ont montré à quel point, au fond, c'était plutôt un sujet d'organisation de la puissance publique, d'organisation du service public, plutôt qu'un programme de suppression de fonctionnaires. Moi, je suis un ministre de la fonction publique dont la feuille de route ne repose pas
sur des suppressions de postes. Mais j'entends ce que vous dites. Il faut mieux organiser. C'est-à-dire qu'il faut moins d'administration centrale, il faut plus d'administration sur le terrain. J'entends ça, c'est ma feuille de route. Vous avez vu dans l'actualité cet homme de 81 ans qui est mort sur un brancard aux urgences à Strasbourg. Alors là, je me sers de cette histoire pour vous dire aussi, et l'usager dans tout ça. Parce que finalement, on a l'impression que la question salariale, la question de l'attractivité des métiers de la fonction publique, mettent de côté aussi la question de l'efficacité de la prestation envers les Français. Moi, je crois tout le contraire. Pardon, mais je pense que ce qu'on fait pour nos agents, ça a des conséquences très profondes pour l'usager, c'est-à-dire vous, moi, c'est-à-dire le citoyen, c'est-à-dire cet homme de 80 ans dont l'histoire est évidemment terrible. Quand on voit le coût de l'hôpital, on se dit, bon sang, comment c'est possible ? Ça prend évidemment au trip quand on entend des histoires comme ça. Je crois que les deux sont en réalité intimement liés. Moi, je pense qu'il y a une affaire au fond de symétrie des attentions qu'on peut porter aux agents publics et à l'usager. Et on agit très profondément. Je vais prendre un exemple. On parle souvent de présence du service public sur le terrain. Regardez ce qu'on a fait. C'était une promesse du président au lendemain du grand débat national de réouvrir des services publics dans les territoires de France. On a réouvert, bientôt d'ici la fin de l'année, on aura réouvert quasiment 2600 maisons France Service, c'est-à-dire des points où nos citoyens, nos concitoyens peuvent franchir une porte, poser une question, quelle que soit leur démarche administrative, et 8 fois sur 10, ils repartent avec la bonne réponse. Et le reste du temps, on les a mis en contact avec la bonne administration et on leur apporte des réponses. Ben ça, je crois que c'est la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut remettre des services publics dans nos territoires. Il faut le faire en donnant du sens. Il y a ce grand défi, au fond, le défi de la puissance publique, il a vraiment changé. On est fait face à des grandes transitions écologiques, numériques, démographiques, géopolitiques. Il a changé. On doit repositionner aussi la mission des services publics. Ils ne pourront pas faire tout seuls, mais on doit investir dans nos services publics, j'y crois fondamentalement. Stanislas Guerini, c'est un peu au-delà de votre périmètre, du périmètre de votre portefeuille ministériel, mais tout de même, on reparle beaucoup de la réforme des retraites. On lit dans la presse que le président de la République, finalement, se dit on n'a que les inconvénients du sujet, puisque la rumeur de la réforme possible génère beaucoup de mécontentement. Et donc, il serait question de le faire peut-être un peu à la hussarde, en l'inscrivant dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Si ça n'est pas voté, il y a toujours le recours possible légal à l'article 49.3. Est-ce ainsi que ça va se passer, Stanislas Guerini ? Alors, je ne sais pas le dire. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que je ne suis pas le ministre en charge de la réforme des retraites. C'est Olivier Dussopt, ministre du Travail. Vous êtes un proche du président de la République, délégué général d'En Marche. Voilà. C'était dans le projet du président. De ne pas éviter les réponses. Et j'allais vous dire précisément ça. Nous, on ne reparle pas de la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle a été présentée dans le cadre de l'élection présidentielle de façon extrêmement claire. Si vous me posez la question, est-ce qu'une réforme des retraites... ça a bougé, on a dit 65 ans, puis 64... le fait de travailler plus longtemps, c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre pays. Mais pourquoi ? Je vous réponds, oui, sans ambiguïté. Pourquoi ? Pour une raison très simple. On a un modèle social qui est plus protecteur que la plupart de nos voisins européens, que la plupart des pays de l'OCDE, et on compte continuer à investir dans ce modèle social, parce qu'il y a beaucoup de progrès à financer. On en mentionnait quelques-uns sur les services publics. On pourrait citer évidemment la question de la transition démographique et la meilleure prise en compte de nos aînés pour leur donner plus d'autonomie. Donc nous, on souhaite investir et conforter notre modèle social. Mais comment on peut financer ce modèle social qui est plus protecteur que les autres pays européens en travaillant moins longtemps que dans les autres pays européens? Moi, si quelqu'un sait répondre à cette équation, à cette simple question-là, avec des mots que je pourrais comprendre, je suis prêt à l'avoir. Sur la retraite, justement. Au micro d'en face, et avoir le débat avec lui. Parce que moi, je ne sais pas répondre à cette question. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une réforme des retraites? Eh bien, pour financer les progrès, l'ambition que porte le président de la République pour mieux protéger, pour mieux accompagner, pour se battre contre l'assignation à résidence nos concitoyens. À propos des retraites, l'Institut Molinari remet une couche sur quelque chose qu'on sait depuis longtemps, à savoir qu'un employeur privé, il paye en gros 28 à 30% des cotisations en retraite de ses salariés. L'État employeur, lui, en règle 70% pour les fonctionnaires. Alors, il y a une question d'équité d'abord entre les salariés du privé et les fonctionnaires, puisque l'État, quand il comble pour les fonctionnaires, c'est avec l'argent des impôts. Est-ce qu'il est question quand même de remettre ça en question quand même? Parce que ça montre une chose, c'est que l'État a promis à ses personnels des retraites généreuses sans anticiper que les fonctionnaires ne pourraient pas se les payer. Oui, mais vous voyez, c'est très intéressant la question que vous me posez là, parce qu'on ne peut pas répondre sans l'allier à la conversation que nous avions juste avant sur les salaires des fonctionnaires. On ne peut pas d'un côté dire il y a un déficit d'attractivité, on a des fonctionnaires qui ne sont pas suffisamment bien payés dans le pays. Vous avez pris l'exemple des profs, c'est vrai, on le reconnaît.
et ensuite dire ah oui, mais ils ont un système de retraite trop généreuse. La difficulté qu'on a, c'est que le système de retraite des agents publics, il est souvent perçu comme une forme de compensation de ce qu'ils n'ont pas reçu Oui. pendant leur carrière au sein de la fonction publique. Donc, si on veut pouvoir bouger, c'est aussi dans ces deux aspects, et c'est là qu'on voit que parler de retraite, ça doit nécessairement être intimement lié au fait de parler de travail et de la façon dont sont construites les rémunérations. Et donc, c'est bien ces deux chantiers-là qu'on va mener de pair. Merci Stanislas Merci à Guerini. vous. Le temps nous est compté, vous aurez bien gardé encore un peu. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Transformation et de la Fonction publique Merci. et délégué général de La République En Marche pour encore quelques heures. Le parti devient Renaissance demain. Dans un instant, Catherine Ney, Eugénie Bastier sur Europe 1.